Ça contre C8. Contre C8. C'est à cause de 2 séquences diffusées dans TPMP. Une séquence considérée comme humiliante pour un chroniqueur, une autre considérée comme dégradante pour l'image de la femme. La sanction, c'est pas de pub pendant 3 semaines, pendant et autour de l'émission TPMP. Il y a une enquête qui a duré 6 mois avec ce monsieur, Régis Fraisse, qui est un magistrat indépendant. Il avait donné une recommandation, il avait demandé 50 000 € d'amende en tout et pour tout. Le CSA est allé donc beaucoup plus loin puisque les pertes seraient évaluées, les pertes à cause du manque de pub. En gros, 3 millions d'euros, mais je laisse les experts. Alors, comment vous expliquez cette sanction des membres du CSA? Pourquoi ont-ils été plus durs que les recommandations du rapporteur? J'ai le sentiment que le CSA, on avait un peu assez, il avait le sentiment qu'on se moquait un peu de lui. Ça durait depuis quelques mois, il y a eu des mises en demeure, des mises en garde, des mises en demeure, plusieurs, des échanges entre la direction de Canal+, C8 et le CSA, plusieurs rendez-vous, sans jamais que rien ne change. Donc à un moment, ils ont confié l'enquête et ils ont eu envie de taper fort. En plus, malheureusement, pour Cyril Hanouna, il bénéficie d'un très mauvais buzz en ce moment, avec l'autre séquence sur le sujet homophobe, qui, lui, fait aussi l'objet de l'enquête. C'est encore un autre sujet, c'est encore un autre sujet. Donc, il est dans un très mauvais environnement, et tout ça a fait que le CSA en a eu ras-le-bol, et envie de taper fort, et puis aussi de réaffirmer un peu son autorité, dont Cyril Hanouna s'est même un peu moqué. Il a même dit à un moment qu'il allait les attaquer, parce que le CSA incitait les téléspectateurs à aller dénoncer, entre guillemets, la séquence homophobe, justement. Alors, on a la réaction de Cyril Hanouna qui a posté une vidéo sur son compte Twitter aux alentours de 7h ou 7h-10, quelque chose comme ça, c'était tout à l'heure. Laisse-moi kiffer la vibe avec Schramek. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me pèle la tête. Non, 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 j'ai des soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec Schramek. Allô, le CSA? Ouais, j'ai vu Hanouna sans chaussures aujourd'hui. Donc on joue la dédramatisation, manifestement. Olivier Schramek, c'est le président du CSA. Une réaction sur ce qu'on vient de voir? D'abord, ils ont... Oui. Allez, hop, on rame. Non, on rame pas. En réalité, ça fait pas si mal que ça, sur le plan financier. Moi, oui. On a beaucoup lu 3 ou 4 millions, je pense que c'est pas... Est-ce que c'est beaucoup pour Canal+? Alors, 3 ou 4 millions, en réalité, pour le groupe Canal+, voire pour la maison mère du lundi, c'est rien du tout. Il faut savoir que C8 perd énormément d'argent. C'est une chaîne qui est lourdement déficitaire et que sa maison mère assume comme telle. Donc, de toute façon, c'était déjà le cas. À mon avis, c'est pas 3 ou 4 millions, c'est moins de 2. C'est entre 1,5 et 2 maximum. Il faut savoir que la pub, quand elle est vendue, 30 secondes de pub au plus haut chez Hanouna, c'est 22 000 €. 30 secondes de pub au plus haut chez vous, Yann, c'est 25 400 €. Les 30 secondes. Je vous le dis parce que tout le monde y a accès. C'est des tarifs totalement publics. En réalité, ça se vend beaucoup moins cher parce que tout se négocie dans une régie publicitaire en télé. C'est des deals. Donc c'est des deals, c'est des négociations. Donc ça se vend 80% moins cher en règle générale que le tarif annoncé. Et puis en ce moment, la pub, elle se brade sur C8 parce que tous les annonceurs s'en vont. Donc tout ça, ça fait un chiffre d'affaires publicitaire. C'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. En revanche, ce qui est très intéressant et très symbolique dans la décision du CSA, c'est qu'ils vont se mettre pile au cœur du système. Ils pouvaient, s'ils voulaient sanctionner financièrement, mettre une amende. Ils n'ont pas choisi l'amende. Ils ont choisi de sanctionner la pub. Et la pub, c'est le cœur du système. La pub, c'est l'équilibre à trouver entre je fais de l'audience et je soigne mon image. Si je veux faire de l'audience, je peux être tentée de faire une émission dégueulasse pour faire monter mon audience. Mais dans ces cas-là, je casse mon image. Si je veux faire une émission à l'image impeccable, je peux malheureusement prendre le risque de casser mon audience. Et pour avoir de la pub, il faut avoir de l'audience, mais il faut avoir une bonne image. Et le CSA, en allant attaquer la pub, ils se mettent pile là où ça fait mal. Ils s'immiscent au cœur du système économique, mais aussi de toute la logique d'audience d'Hanouna qui était dans une surenchère. Bad buzz, audience, bad buzz. Et il y a un moment, le CSA est en train de siffler la fin de la récré là et de dire stop, vous voulez faire de l'audience, faites-en sans bad buzz. C'est vrai qu'en plus, il y a une question d'image pour C8 parce que depuis une saison à peu près maintenant, la direction de Canal a voulu monter en gamme en fait, que C8 soit plus justement qu'une chaîne trash, qu'il y ait d'autres choses pour justement attirer des annonceurs plus luxueux, des annonceurs qui sont prêts à payer davantage pour s'afficher sur la chaîne. Et là, tout ce qui se passe en ce moment autour de Cyril Hanouna, et là où va taper le CSA, c'est un vrai problème pour la chaîne parce que ça risque de faire fuir justement les grands groupes de luxe notamment qui peuvent annoncer ou pas dans une émission comme celle-ci.
Et C8 parle d'acharnement. Il y a un communiqué qui est parti dans l'après-midi, je crois. Ces sanctions, on le voit, ces sanctions témoignent du traitement inéquitable dont TPMP est victime de la part du CSA, alors que de nombreuses séquences problématiques diffusées à la télévision et à la radio ne font, quant à elles, l'objet d'aucune réaction. Il pense à qui, à votre avis, à quoi? Il pense à qui, à quoi, à qui pense C8? En gros, c'est nous aussi on fait des conneries, mais eux aussi ils en font. Alors moi, ce que je pense, c'est que par exemple le gros dérapage, là, le gros canular en direct, qui n'a pas encore été jugé par le CSA, qui a été jugé homophobe par toute l'opinion publique, qui a provoqué 35 000 plaintes auprès du CSA. Et ce qui a tout provoqué d'ailleurs. Etc. C'est un copier-coller pour le coup de ce qui se fait en radio. C'est un copier-coller de ce qu'on appelle une antenne libre en radio. Et c'est vrai que ça n'arrive pas à la cheville de ce que fait Sébastien Coé tous les soirs sur Énergie, et qui, je vous jure, peut, mais dégueuler parfois de racisme, de misogynie et d'homophobie aussi. Donc évidemment, quand on transpose ça en télé, d'un seul coup, ça donne un truc qui ne passe plus du tout, du tout, du tout. Maintenant, je suis pas sûre qu'il y ait de l'acharnement de la part du CSA. Je pense qu'il y a une tentative de dialogue depuis des mois et des mois et des mois et des mois, et que la tentative de dialogue s'est retrouvée totalement stérile, et qu'en face, il y a eu que de la provoque et de la surdité. Jusqu'à ça. Ça pose question, la réaction qu'on a vue tout à l'heure de Cyril Hanouna pose la question de comment ça va se gérer ensuite en fait. Est-ce que la direction de C8 va demander à Cyril Hanouna de se calmer un peu, d'être un peu plus sur la retenue, de lever le pied quoi? Bon, jusque-là, il n'y a pas vraiment eu envie, parce que justement, il y a de nouvelles sanctions qui pourraient arriver à la rentrée, et qui pourraient être celle la plus forte. Tout à l'heure, Sonia parlait d'une amende. Le CSA pourrait très bien aller dans cette direction-là. Ça peut être une amende sur le chiffre d'affaires de la chaîne, voire le chiffre d'affaires du groupe. Mais la pub, ça fait plus mal qu'une amende, à mon avis. Je ne sais pas. Et puis, il peut y avoir une petite interdiction aussi. Moins de 12. Vous pensez qu'il va... Genre les enfants... Je pense que ça frappera fort aussi. Ça, ce serait con. Eh ben ça serait une catastrophe, parce que là aussi, pour la publicité, c'est très important de réunir des familles. Ouais, un moins de 12. Un moins de 12 ici, en bas de l'écran. Oui, ça fait mal. Ça fait très très mal, parce que c'est très important pour la grande distrie, pour les produits de grande consommation, de savoir qu'on parle à des mamans, à des papas qui ont des enfants pas très loin, et que tous ensemble on remplit son caddie le samedi. Donc, pousser l'émission dans un créneau où elle peut plus être regardée en famille, là aussi ça fait très mal, et pas seulement à l'image, ça fait très mal au portefeuille. Parce qu'en plus, l'interdiction à moins de 12 ans ne peut pas être diffusée à cette heure-ci, non? Oui, c'est ça. Ouais, donc, du coup, ça changerait complètement l'émission. Vous restez avec nous. Ouais. On va aux États-Unis. On va peut-être aussi un peu parler de médias. L'avenir de Donald Trump s'est peut-être joué aujourd'hui à l'intérieur du Sénat américain à Washington. Exactement. Ah, Martin. Et oui. Ce qu'on voit sur ces images, c'est l'ancien patron du FBI. Et oui, Yann. Il s'agit en fait de James Comey, l'ancien patron du FBI. Trump l'a viré du jour au lendemain en mai dernier, alors que Comey enquêtait sur les relations troubles entre le staff du président et les autorités russes. FBI Director James Comey fired by President Trump. It came without warning. A bombshell at the White House. James Comey is out. The drumbeat of calls asking for the impeachment of President Donald Trump grew louder in the wake of the firing of FBI Director James Comey. Alors aujourd'hui, c'était le grand jour. Comey enfin auditionné par les sénateurs, une audition que tout le monde attendait. D'ailleurs, les médias sont à fond depuis plusieurs jours. Former FBI Director James Comey is ready for what could be historic testimony on Capitol Hill. This is going to be a moment for the history books, at least the biggest since the Lewinsky scandal, maybe going all the way back to Watergate. I hereby issue the entire country a doctor's note, so you can stay home and watch the testimony tomorrow morning by fired FBI Director James Comey. CNN avait carrément sorti un décompte et les superstars des Late Show ont dégainé leur meilleure vanne. When you think about it on a human level, it's pretty great for James Comey. Can you imagine getting fired and then the next thing you know, you get to trash talk your boss in front of the whole world? It's like a dream come true. It's the most magical night of the year because it's Comey Testimony Eve. I can feel it, Comey in the air tonight. Oh Lord. Voilà, James Comey a commencé à parler à 16h, heure de Paris, et les Américains avaient les yeux rivés sur leur télé. Certains bars à Washington ont décidé d'ouvrir plus tôt que d'habitude pour diffuser l'audience de Comey. Celui-ci, par exemple, l'Union Pub, avait même promis d'offrir une tournée aux clients à chaque tweet de Trump durant l'audience. Là, tu serais allé, hein. Oui, mais ça aurait servi à rien parce qu'en fait, Trump n'a pas tweeté pendant l'audience, donc il n'y a peut-être pas énormément d'ambiance dans le pub. Plus sérieusement, ce témoignage, il est crucial parce qu'il s'agit de déterminer si oui ou non Donald Trump a tenté de faire obstruction à la justice en empêchant
empêchant Comey de mener son enquête. C'est un motif de destitution, on l'a dit. Comey a eu des mots forts contre Donald Trump. Voici quelques extraits. Although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration then chose to defame me and, more importantly, the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence in its leader. Those were lies, plain and simple. Do you believe the Russia investigation played a role? And why I was fired? Yes. Yes, because I've seen the president say so. Est-ce que Trump peut éventuellement démissionner? Bah écoute, en tout cas, s'il a vraiment fait obstruction à la justice, une procédure de destitution peut être lancée. Il y a quand même un bémol. Ce sont les parlementaires qui décident ou non de lancer une procédure d'impeachment, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et pour l'instant, ce sont les républicains qui ont la majorité dans les deux chambres. Donc peu de chance. Mais je te fais un peu la même réponse, mais dans l'autre sens, ça dépend. Parce qu'en fait, vu la gravité potentielle des faits, c'est pas impossible que les républicains lâchent Donald Trump. Il y en a déjà qui l'ont lâché dans les dernières semaines. Et on va continuer à en parler. Merci Martin. Vous restez avec nous, parce que les matinales radio, c'est aussi des médias. Tous les jours, Laurent Macabès regarde toutes les matinales radio. Voici le Morning Glory, qui a un sponsor aujourd'hui, le lapsus à ne pas faire. Passez une bonne journée sur France Info ou France Info ou ailleurs. Et en même temps. Et en même temps. 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 Vive la France! Exclu ce matin sur France Info. Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour Jean-Michel Apathy. Si vous êtes avec nous, c'est parce que vous avez pris une décision concernant votre appartenance à ce parti, les Républicains, et vous allez donc nous dire quelle est votre décision, Frédéric Lefebvre, par rapport à ce parti. Le suspense est insoutenable. Mais il n'y a suspense que si on sait qui est Frédéric Lefebvre, hein, sinon ça n'a que très peu d'intérêt. Mais alors c'est un peu trop long à vous expliquer. En gros, Frédéric Lefebvre est un sarcoboy dont on parlait beaucoup au petit journal quand il était ministre de Sarkozy. Il a un peu disparu de la circulation, donc là il revient et il joue au suspense. Vous savez quoi? Jouons avec lui. Quelle est votre décision, Frédéric Lefebvre, par rapport à ce parti? J'ai décidé de le quitter. Faites semblant, faites semblant. Faites semblant, comme si on était tous horrifiés. Oh mon Dieu! Il quitte les Républicains alors qu'on avait oublié qu'il y était encore. Oh mon Dieu, mais c'est horrible! Pourquoi? C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie, qui est à la fois douloureuse, mais qui est en même temps libératrice. Elle est douloureuse parce que je me suis engagé au RPR à 17 ans, avec le même enthousiasme que tous ces jeunes que je vois s'engager en ce moment, par exemple, à En Marche. Elle est douloureuse parce que... Moi, j'ai mangé quoi à la cantine tout à l'heure? Ah, c'est à la cantine, vous? Oh, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Interview de Jean-Luc Mélenchon dans le magazine papier Society. Extrait. C'est donc Mélenchon qui parle. Je n'ai pas mis les pieds dans la matinale de France Inter depuis 2014. Je n'ai pas envie d'aller m'y faire déchiqueter. J'en ai ras-le-bol de ces interviews pugilat où l'un m'attrape par les cheveux et l'autre par les oreilles. Donc c'est Mélenchon qui parle. La question est maintenant de savoir, faut-il oui ou non croire le numéro 2 de Mélenchon, car du coup, ça c'est un mensonge. Tous les grands candidats vont venir. Celui qui ne viendra pas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'Alexis Corbière, vous savez pourquoi il ne vient pas sur France Inter? Parce qu'il a un agenda très pris. On adore France Inter. Ça, il y a d'autres matinales qui sont là. Mais non, mais écoutez, c'est pas simple de remplir tout un agenda dans les jours qui viennent. Vous disiez? Il est venu chez Léa Salamé. Après. Il est venu chez Léa Salamé dans la matinale de Patrick Cohen à 7h50. Voilà. LCI ce matin, l'invité était... Frédéric Lefebvre nous a rejoint. Ah, faites semblant. Voilà, non. Oh non! On se remettait à peine de son annonce de départ, et là, il va encore nous replonger dans l'effroi. Moi, j'ai voulu le faire aujourd'hui parce que je ne supportais plus, c'est physique presque, que ces gens parlent en mon nom. Je me suis mis en cohérence avec moi-même et avec les Français. Jamais je ne me suis senti autant en phase avec nos compatriotes. T'as pris un dessert? T'as pris quoi? On a partagé parce que c'était un peu... C'était copieux. Oui, excusez-moi. Alors on a un problème.
Bonjour Jean-Christophe Cambadélis, merci beaucoup. Et voici notre problème. Vous êtes candidat dans le 19e arrondissement de Paris. Temps de parole oblige, impossible de diffuser un mot de Cambadélis, mais on s'est aperçu que les questions d'Elisabeth Martichoux suffisent pour avoir une idée de comment va Cambadélis. Vous n'avez jamais été aussi menacé de perdre. Est-ce que c'est un calvaire pour vous, cette campagne? Vous n'avez jamais été aussi menacé, vous êtes pris en tenaille. Ça s'annonce très très compliqué. Ça a rarement été, si vous préférez, rarement été aussi difficile pour vous. C'est compliqué, vous êtes challengé, vous avez subi des attaques, vous êtes d'ailleurs énervé devant une caméra, ça témoigne quand même d'une certaine fébrilité. C'est très compliqué pour vous. Vous risquez d'être battu. La marque PS risque de disparaître. L'échec du Parti socialiste, ça n'est pas l'échec de cette synthèse impossible. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Jean-Christophe Cambadélis, dans ce studio virtuel. 0 temps de parole. 0. Depuis 2 jours, Bourdin invite des porte-paroles de En Marche pour avoir des infos sur la réforme du Code du travail. Hier. On ne sait rien des réformes qui vont être engagées. On ne sait rien. Rien du tout. On ne sait rien. Je ne sais rien de plus. On va aller voter dimanche sans savoir, quoi. Mais nous ne savons rien. Et en boucle. Aujourd'hui, il a retenté le coup. Benjamin Griveaux, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Vous êtes porte-parole de La République En Marche. Et écoutez bien les réponses de Griveaux, porte-parole de En Marche. Benjamin Griveaux, réforme du Code du travail. Est-ce que je négocierai dans l'entreprise les conditions de rupture de mon contrat de travail? On ne résume pas aujourd'hui des discussions qui vont avoir lieu. À chaque demande de précision, la même réponse. Des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Ça fait partie de la discussion avec les partenaires sociaux. Et la réforme de l'assurance chômage. Ce sera dans les discussions. Ce seront les salariés en CDI ou en CDD qui bénéficieront de cette assurance chômage. À nouveau, dans ce détail-là, c'est dans la discussion avec les partenaires sociaux qu'on pourra avancer. Il y aura un montant maximum. À nouveau, un ça plafond. fait partie de la discussion. Vous avez toujours décidé à limiter le nombre de députés sénateurs. Ce sera, à mon avis, une discussion qui se tiendra, qui est en ce moment en discussion. Oui. Tout ça, ça fait aussi partie de la discussion. C'est là-dessus que se feront les discussions. Ça, à nouveau, ce sera dans la discussion. Merci, Benjamin Griveaux. Merci, Benjamin Griveaux. C'était une bonne discussion. Ce matin, sur France Inter, il y avait la Comédie Française. Bonjour Guillaume Gallienne. Bonjour Léa Salamé. Bonjour Léa Salamé. Guillaume Gallienne qui s'aperçoit que lui-même parle un peu trop de lui-même, personnellement lui-même. Les Jacobins, vous aimez pas les Jacobins? Non, j'aime pas les Jacobins, non. Pourquoi? C'est qui les mais Jacobins? parce que moi, parce que je ta gueule. Non mais. Est-ce que vous avez vu le moment de lucidité? Parce que moi, je ta gueule. Il s'en aperçoit tellement qu'il va en cure de désintox. Après l'opéra, en décembre, vous partez aux États-Unis, 6 mois à Princeton, pour donner des cours. Je le fais pour ne plus être le sujet, voilà, de moi-même d'ailleurs, ne plus être le sujet pendant un moment. Et enfin, il y avait qui au journal de 13h de LCI? Les Républicains, c'est une famille à laquelle j'appartenais depuis que j'ai 17 ans et que je ne reconnais plus. Et je pris cette décision parce qu'elle m'apparaissait évidente pour être en cohérence avec ma propre vérité. Du coup, le café excite plus qu'autre chose que le thé comme le thé moins. Mais... Oh, excusez-moi. Merci beaucoup, Sonia Desvillers, d'être venue sur le plateau du quotidien. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière, d'être venu sur le plateau du quotidien. Sonia, on vous retrouve demain, vendredi, à 9h40 sur France Inter. Pour l'instant M et Cyril Lacarrière, on vous lit dans l'opinion. Merci à tous les deux.